Bon, le plan d'affaires, c'est ce que vous allez présenter à des investisseurs potentiels ou à une banque. Hein, vous savez, vous allez une banque, elle préférera les exercices bénéficiaires du passé. Là, ce sera l'avenir, ce sera pour le... Donc, vous allez définir votre projet dans ce plan, donc décrire ce que vous allez faire. Et le business plan, les comptes, ce sera la traduction comptable de ce plan d'affaires. Donc là, vous allez dire ce que vous allez faire, et c'est la base sur laquelle les financeurs vont travailler pour décider s'ils vous financent ou pas. Alors, vous pouvez utiliser plein de plans, hein, c'est à vous de décider. C'est pas mal de commencer avec des utiles. Hein. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose qui va être utile pour créer de l'emploi dans la région, vous allez le dire dans l'introduction, puis aussi en fonction des investisseurs que vous avez en face. Hein. Si vous allez, je ne sais pas moi, résoudre des problèmes de santé, être bon pour l'environnement, etc. Dans l'introduction, il faut essayer de mettre en avant les choses auxquelles vous êtes utile. Vous n'êtes pas obligé de parler business et rentabilité tout de suite, quoi. Hein. C'est prendre les gens par le côté un peu moral de la qualité de votre travail. Alors, les thèmes que vous allez traiter dans ce... Alors là, c'est dans un certain ordre, mais vous pouvez évidemment les mettre dans l'ordre que vous voulez. Mettez pas trop loin quand même le marché et les objectifs commerciaux, parce que c'est quand même une chose assez stratégique pour les investisseurs. Donc, parlez de la concurrence sur votre marché, de vos stratégies, comment vous allez attaquer les différents segments de marché. Hein, quand on en a parlé sur l'innovation technologique, vous voyez que vous pouvez avoir déjà... Ce qui les intéresse, les investisseurs, c'est de voir que vous avez étudié tout ça. Là, vous démontrez que vous avez bien étudié votre dossier, que vous savez parler des marchés sur lesquels vous allez entrer. Vous avez été voir des clients potentiels, vous voyez quels sont vos points forts sur ce marché, vous voyez quel est votre avantage concurrentiel, vous connaissez vos concurrents potentiels, enfin, vous avez étudié le dossier, quoi. C'est ça qu'ils vont voir. Est-ce que si vous êtes trop esmouf et qu'en fait, dès qu'on vous pose une question concrète, en fait, on s'aperçoit que vous n'avez rien, enfin, que vous n'avez pas été vraiment en profondeur, le recul. Hein. Mais si vous dominez vraiment votre sujet, s'ils sentent que vous avez vraiment étudié le dossier, là, ils vont être intéressés. Parce que vous êtes quelqu'un de sérieux, même si en fait, ils savent bien que rien ne va se passer comme vous le prévoyez. Rien ne va se passer comme vous le prévoyez. Mais si vous êtes quelqu'un de sérieux, vous allez rebondir. Hein, si on sent que vous êtes quelqu'un de sérieux, qui fait les choses, un type sérieux, on peut miser dessus. Hein. Peut-être que ça ne va pas marcher, là, le service qu'il veut faire ou le produit. Mais peut-être qu'il trouvera... Ça arrive hein, que les boîtes, elles partent dans une direction, puis elles s'aperçoivent que ça... s'ils n'y arrivent pas, finalement, ils bifurquent, ils font autre chose. Et puis, dans la même boîte, ils peuvent changer d'activité. Hein, et puis, ils partent ailleurs. Hein. On peut aussi faire ça. Et les investisseurs, ils savent bien que quand on débute une boîte, on prévoit, ils savent bien que vous êtes plutôt hyper optimiste. Mais ils peuvent juger si vous avez bien creusé les choses. Hein, c'est ça qui est important pour eux. Donc, si vous avez des stratégies de marque. Par exemple, si dans votre business plan, vous allez dire quelle croissance du marché vous allez faire sur les 3 ans. En général, on peut faire sur 5 ans, mais 5 ans, c'est loin. Hein. 3 ans, c'est déjà pas mal. Si vous prévoyez une forte croissance du marché, mais que vous n'avez pas prévu, vous n'avez pas de marque, vous n'avez pas prévu d'action commerciale, là, ce n'est pas cohérent, quoi. Ils vont vous dire comment vous allez faire une forte croissance du marché comme ça si vous n'avez pas prévu d'aller voir les clients, de les démarcher, de faire de la pub, etc. Donc, ils vont regarder tout ça. Donc, marché, objectifs commerciaux, ne le mettez pas trop loin du début parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre. Hein. La valeur, elle arrive par là. Les moyens humains, l'équipe dirigeante, vous, le fondateur, son profil, qu'est-ce qu'il a fait avant, son expérience, si c'est un chercheur, il a fait des publications. Vous avez de l'expérience un petit peu qui va servir à ce projet, c'est pas mal. L'équipe, est-ce qu'ils ont des compétences complémentaires? Et puis, si vous envisagez des recrutements, hein, vous voyez par exemple qu'il vous manque, vous êtes capable d'être assez lucide pour voir que vous n'avez pas toutes les compétences qu'il faut pour votre... Hein, si vous savez ça et que vous leur dites, oui, mais pour l'instant on va faire ça, mais en fait, après on envisage de recruter tel... Bon, ça veut dire que vous savez déjà de quoi vous aurez besoin.
étude, bon, scientifique, là, je me suis un peu inspirée d'une entreprise qui était sur des aspects, qui était en recherche appliquée, mais qui faisait de la recherche. Parfois, il n'y aura pas du tout d'études scientifiques. Il peut y avoir, par contre, l'amélioration du produit. Vous voyez déjà votre produit, vous avez des prototypes que vous testez, etc. Mais vous savez déjà que vous allez l'améliorer, votre produit. Vous avez déjà en tête sur quelles améliorations vous allez faire, comment vous allez améliorer votre technologie, vous allez chercher, vous voyez déjà les prochaines d'autres applications pour votre technologie. Et la propriété industrielle, important de dire que ce que vous faites en termes de technologie, c'est libre de droit. Les brevets que vous pensez déposer, les licences que vous détenez, ou alors celles que vous allez prendre, ou les brevets que vous allez acheter aussi. Après, la qualité, c'est extrêmement important. Dans n'importe quelle entreprise, la qualité, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est essentiel. Si vous faites un service, mais même si vous êtes très innovant, si la technologie est nouvelle, tout ça, mais que vous n'arrivez pas à faire de la qualité de service ou de la qualité de produit, c'est complètement essentiel. Il ne faut pas seulement être innovant, il faut aussi arriver à délivrer un produit. Et parfois, c'est bon. Et puis être conforme, évidemment, aux normes et à la réglementation. Sinon, vous êtes vite sorti du marché. Et là, il peut y avoir même des amendes assez importantes. Quelle politique de qualité vous allez mettre en place? Comment vous allez faire pour améliorer en politique de qualité continue, vous améliorer en permanence dans vos processus d'entreprise? C'est important. Bon, quels sont les besoins financiers? Donc là, c'est un peu un commentaire des documents financiers que vous allez présenter. Donc, quelle marge vous prévoyez? Quels investissements? Quels emprunts? Pourquoi vous demandez de l'argent aussi? Vous demandez de l'argent, les investisseurs veulent savoir ce que vous allez faire avec leur argent. On vous donne de l'argent, vous allez en faire quoi? Donc, vous avez prévu tel ou tel investissement, ou vous avez prévu de faire telle mise au point de produits, etc. Et en dernier, la structure de l'entreprise, le choix du statut, ça, c'est pas ce qui est le plus important. Alors, après, ça, c'est le rapport que vont avoir, mais ils vont aussi avoir la traduction comptable, et il va falloir l'établir, cette traduction comptable de votre projet d'entreprise, de votre projet économique. Donc là, vous pouvez regarder, moi je vais avoir ça va être des documents Word que j'ai pris sur le site de l'Agence pour la création d'entreprises, la PCE, sur laquelle vous trouverez plein d'éléments très intéressants. Et donc, vous allez la création d'entreprise. Donc, la première chose, ça va être d'estimer le BFR de votre entreprise. Alors, comme elle n'est pas créée, votre entreprise, en fait, c'est très pifométrique. Parce que estimer le BFR d'une entreprise qui n'existe pas encore, mais il faut le faire quand même, parce que le BFR, c'est extrêmement important du point de vue financier. Donc, vous pouvez par exemple vous renseigner sur d'autres entreprises qui sont dans le même secteur. Qu'est-ce qu'elles ont comme BFR? Donc, vous pouvez parfois essayer de savoir. Sinon, vous prenez des hypothèses. Vous allez avoir de toute façon être obligé de faire des hypothèses de croissance du chiffre d'affaires. Quel chiffre d'affaires vous estimez que vous aurez l'année 1? Quel chiffre d'affaires vous estimez que vous aurez l'année 2? Quel chiffre d'affaires vous estimez que vous aurez l'année 3? Bon, il faut espérer que ça croisse, que ça augmente un peu. Donc ensuite, quel est votre service, quel est votre produit? Et là, vous devez savoir à peu près quels sont les achats de matières premières, etc., en pourcentage de votre chiffre d'affaires. Donc il faut que vous connaissiez un peu vos processus de production, en service ou en industriel, en produit, pour savoir quels vont être les achats. Et donc, vous allez savoir les achats par rapport aux hypothèses de chiffre d'affaires pour chaque année. Ensuite, vous allez vous renseigner sur le délai de paiement, à quel délai dans ce secteur on paie ses fournisseurs, à quel délai on règle ses factures, avec quel délai les clients vous payent dans ce secteur-là. Si c'est la grande distribution, c'est très long. D'autres... Donc, vous allez regarder tout ça. Est-ce que aussi... Donc, de fabrication. Est-ce que suivant votre cycle de fabrication, vous allez voir tous les combien il faut que vous commandiez des matières premières? Quelle est la durée de votre cycle de fabrication? Tout ça, ça vous permet d'estimer un peu le stock moyen de matières premières que vous aurez dans l'entreprise. Combien vous aurez en moyenne de stock de produits finis?
Valeur estimée. Voilà, les encours, c'est ce qui est sur la ligne de la ligne de fabrication. Et puis il y a les encours aussi en service, c'est-à-dire qu'en service, par exemple, vous n'avez pas de stock de matière, normalement, si vous faites que du service. Mais par contre, vous avez des gens qui sont en train de travailler, parfois des gens que vous avez envoyés chez le client. Hein. Donc là, c'est des salaires que vous avez payés, et puis c'est des encours de production, en fait. Les ingénieurs qui sont en train de travailler à produire votre service, c'est des encours de production. Donc avec tout ça, c'est les hypothèses que vous allez faire. Et puis avec ces hypothèses, vous allez calculer donc, les crédits fournisseurs, TTC, encore moyen de crédits fournisseurs. Alors parfois, il y a des secteurs où c'est bien, les clients versent des avances ou des acomptes. Il y a des secteurs bénis comme ça, comme les architectes ou dans l'immobilier, comme ça, les clients peuvent verser des avances et des acomptes. Donc ça réduit votre BFR. C'est de l'argent qui rentre. Oui, c'est ça. Quand il y a un paiement à la commande, c'est bien parce que c'est bien pour le BFR. Exactement. Ça, c'est très, très bien. Votre préférence. Quel est le stock moyen de matières premières, stock moyen de produits en cours, stock moyen de produits finis, les travaux en cours, donc s'il y en a, si c'est du service, il y a des... Les créances clients moyennes, là aussi, il faut savoir un peu quelles sont les pratiques du secteur, combien de temps les clients y mettent à payer. Et donc tout ça, ça va vous permettre, avec l'équation bien connue, de vous calculer votre besoin de fonds de roulement moyen. En fait, c'est un besoin de fonds de roulement moyen chaque année. En fait, dans l'idéal, il faudrait voir, la première année, vous aurez intérêt à voir combien il varie dans l'année, votre fonds de roulement. Parce que si vous êtes du genre une entreprise de jouets, et ben, avant Noël, vous allez avoir un besoin de fonds de roulement énorme. Et puis après Noël, par contre, là, vous aurez un excellent fonds de roulement. Donc, ça, c'est important parce qu'il va falloir avoir un fonds de roulement qui soit en proportion des moments où il y a le plus de besoin de fonds de roulement. Donc, si c'est très irrégulier, il faut prévoir quand même un peu d'excès de fonds de roulement pour que vous ne soyez pas avec un découvert bancaire et des agios énormes au moment où le fonds de roulement est très important. Donc voilà, donc ça, vous l'avez, et puis vous pouvez le trouver sur le site de la CPE, donc de la PCE. Alors, ensuite, il y a le plan de financement initial. Plan de financement initial, donc là, vous allez vous demander, je crée, donc j'ai des frais d'établissement, ça c'est des frais d'immatriculation, éventuellement un peu de com, un peu de communication, des frais d'enregistrement de la société, éventuellement des consultations d'un juriste, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les frais d'établissement. Et puis, éventuellement des investissements, donc là, mais à éviter, hein, pour une start-up, vous n'allez pas plutôt à sous-traiter qu'à construire une usine, mais vous aurez peut-être besoin d'acheter un pas de porte, vous aurez peut-être besoin d'acheter des équipements, hein, quelques machines, quelques instruments de mesure, etc. Donc éventuellement des matériels, des machines. Donc tout ça, c'est des besoins. La première année, vous allez avoir besoin d'acheter tout ça. C'est de la valeur qu'il va falloir trouver quelque part. Et puis vous avez le besoin de fonds de roulement, qui est un besoin de financement durable. Qu'est-ce que je vais avoir pour financer tout ça? Eh bien, je vais avoir mon capital social, c'est mes économies que j'ai mis dans ma boîte. Et puis, éventuellement, les comptes courants des associés qui ont bien voulu me faire des prêts. Alors, s'ils sont bloqués, hein, s'il y a une convention qui les bloque, ils ne peuvent pas se faire rembourser avant plusieurs années. Éventuellement, vous avez des subventions. Ça, c'est si vous êtes dans un secteur qui est subventionné. Et puis, si vous avez, la banque a été gentille, elle vous a trouvé rentable et donc elle vous a prêté de l'argent à long terme, à moyen et long terme. Donc, il faut que ce plan de financement initial soit équilibré. Ah ben sinon, vous n'avez pas d'argent pour acheter tout ça. Hein. Donc, vous n'avez pas d'argent pour démarrer. Hein. Donc, simplement, alors, tout ça, c'est important parce que vous, quand vous créez, vous prenez des risques aussi. Il n'y a pas que les investisseurs qui prennent des risques, vous aussi. Si vous voyez que ce n'est pas faisable, ce n'est pas la peine d'essayer de créer votre entreprise. Il vaut mieux essayer de trouver un autre projet, de développer un autre projet. Donc, c'est important de le faire pour voir si c'est crédible, votre projet, si ça passe. Donc, voir si vous pouvez équilibrer ça. Si ça ne s'équilibre pas, ben, faut peut-être davantage, il ne faut pas acheter l'équipement tout de suite, il faut peut-être sous-traiter encore plus, hein, sous-traiter même qualité, je ne sais pas. Hein. Donc, il faut peut-être moins investir pour que vous y arriviez, quoi. Donc, il va falloir, ou alors il faut chercher des gens qui augmentent votre capital social. Hein. Ou alors, il faut chercher à augmenter les fonds propres pour pouvoir démarrer. Donc ça, il faut que ce soit équilibré. Ça ne peut pas ne pas être équilibré.
Et sinon, ce n'est pas réaliste, quoi. Vous allez acheter des choses, vous allez faire des dépenses, il faut qu'il y ait d'un côté, il faut que vous arriviez à financer ça, sinon vous ne pourrez pas le faire, quoi, tout simplement. Ça exprime votre capacité à démarrer, c'est tout. Si ce n'est pas équilibré, ça veut dire que vous ne pouvez pas démarrer. Qu'est-ce que je voulais montrer? Voilà, ça je vous ai dit. Alors, ensuite, plan de financement initial. Ensuite, il va y avoir le compte de résultat provisionnel. Donc, qu'est-ce que vous allez produire? Qu'est-ce que vous allez vendre? Les variations de stock. Vous connaissez ça, hein, quand même. Vous avez fait les comptes de résultat. Qu'est-ce que vous allez acheter comme matière première, comme emballage, payer les sous-traitants, les charges eau, électricité, les charges non stockables, oui, les fournitures d'entretien, les fournitures administratives. Donc, les variations de stock de matières premières. Les achats de services, le nettoyage de vos locaux, peut-être vous allez acheter des services à une entreprise de nettoyage. Le comptable, peut-être vous allez acheter une prestation de comptable ou des prestations de marketing. Le loyer, éventuellement le charge locative, crédit bail, ça veut dire qu'à la fin, c'est un peu particulier à la fin. On devient propriétaire du... Vous allez être obligé de payer des assurances, hein, donc comptabilité, honoraires, les frais de communication, frais de transport. Donc là, on a toutes les consommations en provenance de tiers et donc les produits d'exploitation ici. Donc ça, c'est les croissances des stocks, hein, de produits. Là, c'est la décroissance des stocks de matières premières ou d'ingrédients, d'emballage, de tout ce qu'on consomme. Donc ça, et donc là, vous avez la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, elle devrait vous permettre de payer votre personnel, de payer les charges sociales. Alors là, c'est impôts, taxes. En fait, ce n'est pas les impôts sur le bénéfice. Hein. Ça, c'est des taxes foncières, c'est des taxes sur la production. Hein. Dans certaines activités, il y a des taxes sur la production. Donc, ce n'est pas du tout l'impôt sur le bénéfice qui est là. Donc, la valeur ajoutée, moins la rémunération du personnel et moins quelques taxes, ça vous donne l'excédent brut d'exploitation. Pourvu que ce soit un excédent. Espérez que ce soit un excédent. Et ensuite, vous allez pouvoir passer des dotations aux amortissements, aux provisions qui correspondent donc disons, à l'usure de votre équipement, l'usure annuelle de votre équipement ou son obsolescence. Hein, il perd un peu, il est moins up-to-date parce qu'il vieillit d'un an. Donc ça va... Vous perdez en richesse, en fait, et puisque votre matériel perd un peu de valeur par l'obsolescence ou alors par l'usure, parce que vous l'avez utilisé. Ça représente une perte de richesse. Ça va être fonction de la durée de vie moyenne estimée de votre... Vous allez répartir l'obsolescence et la perte de valeur sur la durée de vie estimée de votre matériel ou de votre équipement. Mais ce n'est pas une sortie d'argent. Vous vous rappelez, c'est une perte de richesse, mais ce n'est pas de l'argent qui sort, ça. Que ce soit des provisions. Provisions, c'est les stocks qui valent moins d'argent parce que le cours a baissé. Le cours du blé a baissé, vous avez un gros stock de blé. Donc ce n'est pas de l'argent qui sort, c'est simplement que vous perdez de la richesse. Alors ensuite, si vous aviez des excédents de trésorerie que vous avez placés, vous avez des produits financiers. Il faut avoir des excédents de trésorerie. En général, une start-up, elle n'en a pas beaucoup. Donc ça, c'est les taux d'intérêt de vos emprunts. Hein. Sur les dettes à court terme, si vous avez fait du découvert bancaire, donc vous avez des taux d'intérêt, ou alors vous avez des emprunts à moyen long terme sur lesquels vous payez des frais financiers. Donc ça, c'est ce que vous devez à la banque comme charge. Et donc, la différence entre le résultat d'exploitation qui est là, donc une fois excédent brut d'exploitation, moins dotation aux amortissements, aux provisions, donne résultat d'exploitation. Résultat d'exploitation plus produits financiers, moins charges financières ici, donne le résultat net avant impôt. Et là, donc c'est l'impôt qu'on doit payer sur les bénéfices. Donc ça, c'est ce qui va au fisc. Les dividendes ou les prélèvements par les associés sur une entreprise qui se crée, il n'y en a pas. Il n'est pas question que les associés prélèvent ou que les actionnaires se payent des dividendes alors que l'entreprise a besoin de croître. Donc ça, ce n'est pas question. Mais donc le résultat net moins l'impôt sur les... attendez, non, là, alors, la capacité d'autofinancement, ça va être le résultat dette, ici, D, plus les dotations aux amortissements et aux provisions, hein, et moins l'impôt. Donc, puisque ça, c'est une charge non décaissée, donc c'est quelque chose qui n'est pas une sortie d'argent, mais elle est déduite là, du résultat net,
Mais c'est de l'argent qui n'est pas sorti. Donc on va réintégrer les dotations là-dessus pour calculer ce que j'appelle le cash flow, la capacité d'autofinancement. Donc c'est le cash qui est dégagé par votre entreprise, donc la liquidité que dégage votre entreprise pendant un an. Donc qui est résultat net, plus dotation aux amortissements en provision et moins l'impôt sur le bénéfice. Capacité d'autofinancement qui va vous servir à... elle va vous servir à quoi, votre capacité d'autofinancement? À investir. Si vous avez des emprunts, à rembourser la tranche de capital d'emprunt que vous devez rembourser aussi. Et à investir. Alors, on considère que là, il n'y a pas de prélèvement des associés, il n'y a pas de dividendes versés, hein, on ne leur donne rien, parce qu'on est une entreprise qui se crée, et ce qu'on veut, c'est, on va chercher de la croissance, donc on va tout réinvestir au maximum. Voilà, donc on a un compte de résultat. Bon, faut espérer qu'il y ait du cash flow, il faut espérer qu'on ne soit pas complètement en perte ici. Dans une entreprise en biotech en croissance, là, ils vont être en perte, quoi, parce qu'ils ne vendent rien. Ils vendent rien, donc ils n'ont que des charges. Donc souvent, ils vont être en perte. Là. Bon, je ne vous conseille pas d'être en perte si vous pouvez éviter. Il vaut mieux vendre des choses et avoir un peu de cash flow. Alors, le compte des résultats, après, qu'est-ce que... Après, c'est plan de trésorerie. Alors, plan de trésorerie, ça va se faire mois par mois pour la première année. Donc, mois par mois, vous regardez le plan de trésorerie. En fait, c'est ce qu'il y a sur le compte en banque de l'entreprise. Hein. C'est sur le compte en banque. Donc, au début du mois, quand vous n'avez pas encore créé, il y a une certaine somme. Vous encaissez les clients qui ont bien voulu vous payer au comptant, vous allez encaisser. Et puis, ceux qui vous devaient de l'argent, mais qui se mettent à enfin payer leurs factures, là, vous allez encaisser. Alors, quand il y a des augmentations de capital, là, si les investisseurs vous donnent du capital, là, ça va rentrer là. Si vous contractez de nouveaux emprunts à moyen long terme, donc il y a des tranches d'emprunts qui vous sont versées. Si vous avez la chance d'être dans un secteur subventionné, l'argent. Donc là, vous avez le total des encaissements du mois. Et puis, il y a les marchandises, les matières premières, l'eau, l'électricité, le téléphone, tout ce que vous payez. Hein. Donc là, c'est pareil. Oui, l'impôt. L'impôt sur le bénéfice est ici. Là, c'est les taxes sur la production, donc les taxes foncières. Les charges du personnel, donc salaire plus charges sociales, tout ce que paye le patron. L'impôt sur le bénéfice, la TVA versée, les taux d'intérêt que vous payez aux banques. S'il y a des tranches, si vous remboursez des emprunts, les tranches d'emprunts que vous remboursez. Si vous investissez, c'est aussi des sorties d'argent pour acheter des équipements, des machines. Construire une usine, si vous construisez une usine. Enfin là, je vous déconseille en début de création. Et donc la variation mensuelle, donc là, vous allez avoir ce qu'il y a sur le compte en banque à la fin du mois. Là, vous allez le reporter au début du mois suivant, et puis vous allez faire pareil. Donc c'est du prévisionnel, hein. Vous allez faire tout un exercice de prévoir au mois par mois comment va évoluer votre solde bancaire, hein. Ce qu'il va y avoir sur votre solde bancaire, ce qui va permettre de voir quoi d'important, mois par mois. C'est positif et c'est négatif, et si c'est négatif, qu'est-ce qui se passe? Vous allez payer des frais. Si vous êtes en découvert bancaire, on va vous compter des agios, des frais financiers, hein, donc ça va vous coûter très cher. Il vaut mieux éviter d'être en découvert bancaire. Vous pouvez négocier avec votre banque, hein, pour que des prêts à court terme, un peu moins cher que les découverts bancaires en termes de frais financiers. Ou si vous avez des factures clients, vous pouvez escompter des factures clients, faire de l'escompte de créances clients. Vous portez les créances clients dans la banque, par exemple, qui va prendre sa commission, mais vous donner l'équivalent de la créance, prendre sa commission, et c'est à elle que le client devra de l'argent ensuite. Donc, si vous faites si vous voyez que vous avez des découverts bancaires et que vous allez avoir des frais financiers, il faut revenir sur quel compte? Il faut revenir sur le compte de résultat. Ça veut dire qu'il va falloir reprendre le compte des résultats. C'est celui-là. Il va falloir reprendre le compte des résultats parce qu'il y a un endroit où, ici, vous avez les charges financières, des dettes à court terme. Donc, ça veut dire que votre compte de résultat était faux. Ici, il faut remonter les dettes à... Donc, ça va être itératif. Vous allez passer votre temps à ça. Il faut rectifier le compte de résultat. Il faut mieux faire ça sur Excel pour faire rentrer ici. Si vous avez des découverts bancaires, votre capacité d'autofinancement ne sera pas la même. Donc, il faut les rentrer ici. Donc ça, c'est première itération. Il y en aura d'autres. Donc ensuite, vous faites le plan de financement à 3 ans. Où est-ce qu'il est le plan de financement à 3 ans?
Bon, c'est pareil, la première année. Donc ça, c'est celui de la première année, c'est le plan de financement initial, hein, vous l'avez déjà fait. Et en fait, là, c'est construit tel que la deuxième année, vous allez mettre ce qui a changé, donc ce qui va croître. Hein. Par exemple, vous allez acheter une nouvelle machine. Donc là, vous allez avoir l'achat de la machine. Le besoin de fonds de roulement, la constitution, donc ça, c'est le besoin de fonds de roulement au début, mais il va croître. Par exemple, si votre chiffre d'affaires croît, en général, votre besoin de fonds de roulement va augmenter. Donc là, vous allez mettre la croissance de votre besoin de fonds de roulement. S'il y a des remboursements d'emprunts à moyen et long terme, la deuxième année et la troisième année, il faudra les compter. Bon, prélèvement, ça, on n'en parle pas. Il n'y en a pas sur une entreprise qui se crée. Après, les ressources. Donc, si vous faites une augmentation de capital ou si vous faites appel de nouveau à des investisseurs en fonds propres, là, il y aura plus de capital. S'il y a plus de comptes courants d'associés, c'est pareil, c'est du quasi-fonds propres s'ils sont bloqués. Votre capacité d'autofinancement, hein, celle qu'on vient de calculer en bas du compte de résultat, elle va rentrer là. La deuxième année, vous aurez la capacité d'autofinancement, enfin même la première année, il va falloir la rentrer. S'il y a des subventions, éventuellement des primes à long terme. Et donc là, vous allez regarder. Donc il faut qu'il y ait un écart pour les financiers, il faut qu'il y ait là que ce soit positif, enfin que ce soit négatif, là tel que c'est fait, il faut qu'il y ait plus de ressources que de ressources pour les financiers, les banquiers, les investisseurs. Il faut la première année que les ressources excèdent les ressources durables doivent excéder les besoins durables de 15 à 20% de la capacité d'autofinancement. Et ensuite, ça doit augmenter pour qu'ils se sentent rassurés sur votre... Donc, c'est assez exigeant. Hein. Donc, il faut avoir un excédent de ressources sur les besoins parce que sinon, si vous avez un excédent de besoins sur les ressources, ça veut dire que ça ne passe pas, ça veut dire que ce n'est pas réalisable, ce n'est pas faisable. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux chercher un autre projet. Alors, autre norme, oui, je vous ai dit, endettement à plus d'un an ne doit pas être supérieur à 3 ans de capacité d'autofinancement. Donc, avec 3 ans de cash flow, vous devez pouvoir rembourser tout votre endettement à plus d'un an. Ça, c'est une norme. Et une autre norme, la charge annuelle de remboursement d'emprunt doit être inférieure à la moitié de la CAF annuelle, la moitié du cash flow annuel, enfin, ce que vous remboursez comme tranche d'emprunt chaque année. Voilà. Donc, en fait... le système va être complètement itératif. Où est-ce que j'ai mis l'itération? Elle est là. Donc au début, on a commencé par le calcul du BFR, qui donc vous permettait d'écrire votre plan de financier initial, puisque le BFR, c'est un besoin durable, c'est un besoin de financier durable. Voilà, donc il va falloir équilibrer. Ensuite, donc ici, le compte de résultat sur 3 ans va déterminer la capacité d'autofinancement. Et cette capacité d'autofinancement, elle entre dans le plan de financement initial. Donc ce que vous allez trouver là, il va falloir le réintroduire. Ici, oui, on voit vraiment très mal. Bon, je vais essayer de voir la dernière où il y a tout. Donc ici, les frais financiers, le plan de trésorerie, vous allez voir avec le plan de trésorerie si vous avez des découvertes bancaires ou des besoins d'emprunt à court terme. Donc ça va déterminer des frais financiers qui vont agir sur le compte de résultat. Et le plan de financement à 3 ans peut aussi montrer la nécessité de nouveaux emprunts. Donc là aussi, frais financiers qui vont agir sur le compte de résultat. Ensuite, la capacité d'autofinancement, donc elle agit sur le plan de financement initial et elle agit aussi sur le plan de financement à 3 ans. Donc vous voyez qu'il va falloir tout faire tourner plusieurs fois, plusieurs itérations avant d'arriver à un système qui s'équilibre. Et si ça ne s'équilibre pas, ben c'est que votre projet n'est pas viable. Donc éventuellement, ça va vouloir dire parfois réduire les investissements, progresser plus lentement parce que vous n'arrivez pas à avoir les financements vous n'arrivez pas à financer vos investissements. Vous ne dégagez pas assez de cash flow pour financer ce que vous voulez financer.